Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, on vous met en appétit puisqu'au beau milieu de la semaine du goût qui se déroule encore jusqu'à dimanche, nous recevons deux chefs finistériens. Romain Pouzadou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef au restaurant L'Imaginaire à Brest et actuellement vous participez à l'opération Château Gourmand, un grand rassemblement gastronomique au château de Kergroadez. Ça se passe au nord de Brest, on va dire. À vos côtés, Yann Karmarek, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef au Coq en Pâte à Lesneven. Vous faites partie de l'association des restaurateurs de la Pointe-Bretagne. À l'occasion de la semaine du goût, vous proposez un menu spécial dans votre restaurant. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis comme chaque jeudi, vous retrouvez la brève de Sébastien Chambre. Ce sera en fin d'émission. Et puis on retrouve Benjamin Brion comme chaque jeudi. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Alors de quoi a bruissé le web breton cette Il a semaine? pas mal parlé de politique, ce qui nous a changé de Miss Saint-Alaire la semaine dernière. De la semaine dernière, ce sera un peu moins sexy, mais ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 15 octobre. Et on démarre dans le Morbihan. À Lanester se tient actuellement le 11e salon High-Tech Mer. Ce rendez-vous de professionnels de la filière mer en France réunit 160 exposants avec cette interrogation: à quoi va ressembler le bateau du futur? Élément de réponse avec Fanny Coconnier de TB Sud. Des moteurs d'un nouveau genre, des équipements électroniques dernier cri, des outils de pêche respectant les nouvelles réglementations. Dans les allées du salon High-Tech Mer, les technologies d'aujourd'hui sont là. Et demain, qu'attendent les pêcheurs de leur bateau du futur? Ils attendent d'abord un navire qui soit moins énergivore en carburant. Parce que le carburant évidemment pèse très lourd, on l'a dit tout à l'heure, près de 30% donc dans le chiffre d'affaires. Donc on attend des économies dans ce domaine-là. Ensuite, le marin-pêcheur par lui-même, il souhaiterait avoir un navire dont on améliore les conditions de vie du marin-pêcheur. Et ensuite, un navire qui permette aussi de valoriser ses captures. Pêcher du poisson, c'est bien, mais pouvoir le mettre en vente, une qualité exceptionnelle, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on fait son chiffre d'affaires. Le bateau du futur devra aussi se plier aux nouvelles contraintes et futures réglementations. Émettre moins de CO2, préserver les fonds marins font partie des enjeux de demain. Des engins de pêche plus sélectifs comme des NAS sont expérimentés, des moteurs hybrides sont testés. Les concepteurs de bateaux doivent s'adapter. Il y a des nouvelles contraintes environnementales, notamment au niveau de la pollution. Donc c'est pour ça qu'il va falloir dès à présent on envisage dès à présent autre chose que du gasoil. Donc ça c'est des moyens de propulsion qu'on doit avoir disponibles, on va dire accessibles sur une chaîne commerciale classique, sans forcément être un prototype à chaque fois, mais sous 10 ans on aura besoin de nouvelles énergies pour faire tourner nos moteurs qui rejetteront moins de particules, notamment dans l'atmosphère. Avec son bateau démonstrateur, la Frégate 3, l'association Pêche Durable et Responsable a créé un chalutier innovant. Son moteur hybride permet d'économiser 21% de carburant. Même si ces bateaux innovants sont beaucoup plus chers qu'avant, ces résultats encouragent certains armateurs à se lancer. À Lorient, un projet de bateau du futur est à l'étude. 26 millions de repas sont servis chaque année dans les cantines du Finistère. Alors au menu, on ne retrouve pas forcément des produits locaux et c'est ce que déplore l'association des maires du Finistère et la chambre d'agriculture. Elle souhaite d'ailleurs aujourd'hui se structurer en réseau pour alimenter les cantines scolaires avec des produits locaux. On écoute à ce propos Dominique Cap et André Sergent au micro de Christophe Boucher. Il y a énormément de façons de gérer une restauration scolaire, soit par une délégation à une entreprise privée, soit par une régie, soit avec des cantinières. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Et donc il est important maintenant qu'on descende du niveau des maires et donc des adjoints au réseau de production locale, donc que sont les cuisiniers, on va dire, et qui est un lien qui se fasse pour organiser tout cela. On a des produits de très très bonne qualité, et sous l'angle sanitaire notamment, et donc il faut les mettre en avant et trouver les moyens, parce que c'est ça le mot je pense, de les faire consommer localement. Il faut aussi que nos industries agroalimentaires et agri donc de Bretagne s'intéressent au sujet, et c'est bien d'aller vendre du lait en Chine aux enfants chinois, mais c'est aussi bien de vendre du lait aux enfants du Finistère, même si ce n'est pas un marché extraordinaire. Ça représente
tous les produits agro-agri, 60 millions d'euros par an rien dans le département du Finistère, donc c'est pas rien. Et autant que cet argent-là aille dans notre département, parce que ce sont nos emplois. Donc il y a un travail de pédagogie et de structuration au niveau de l'industrie agroalimentaire et agri. Alors Romain Pouzadou et Yann Kermarek, puisque vous êtes chef cuisinier, j'imagine que vous êtes sensible à ce genre de reportage. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Kermarek? Évidemment, c'est une démarche qui nous parle. Ça. On a la chance d'avoir de tellement beaux produits, des agriculteurs qui sont demandeurs de ce type de circuit, que l'idée de pouvoir mettre leur production en lien avec donc des communautés, notamment des mairies ou voilà, pour permettre de faire apporter leurs aliments sur les assiettes des enfants et notamment des cantines, c'est une démarche qui peut-être que oui. Positive. Exactement. Vous rejoignez Yann sur ce sujet? Oui, complètement. Outre le point qualitatif, il y a aussi l'impact économique. C'est vrai que travailler localement, c'est bon pour le dynamisme finistérien et pour le pouvoir d'achat également. Donc c'est tout ce qu'on recherche dans le circuit court. Hein. C'est créer une dynamique locale, économique et qualitative. Merci beaucoup. Alors ce mercredi soir à Roscoff, c'était le grand départ pour l'oignon de Roscoff. Embarquement pour l'Angleterre dans un bel hommage aux Johnnies, ces vendeurs d'oignons du Léon. Et Julie Sicot était sur place. Accrochés au nez des tracteurs, posés dans des brouettes, disposés sur les vélos et même suspendus aux oreilles, l'oignon rose était à la fête dans le port de Roscoff. 2 tonnes du bulbe ont été chargées dans des bateaux à la voile, comme à l'époque florissante des Johnnies, ces vendeurs d'oignons qui parcouraient l'Angleterre à vélo, une tradition qui perdure, mais qui est aujourd'hui frappée du sceau de la modernité. Parce que maintenant, nous, on part sur des bateaux type Brittany Ferries, qui sont vraiment ultra complets. On aimerait bien rappeler, avec des vieux voiliers comme ceci, comment vraiment se passait un chargement, tout simplement. Et rappeler que le Johnny était un peu marin aussi, dans l'idée. Une époque qu'a connue François Céité. Pendant 4 mois de l'année, ce Johnny partait vendre des oignons à Bristol, avec ce vélo. Ben oui, il roule encore. Hein. Il y avait de la qualité autrefois, vous savez. 100 kilos là sur les barres et puis on mettait un peu derrière aussi. Il fallait vendre assez rapidement, comme ça on pouvait aller sur le vélo. François a arrêté de pédaler dans les années 2000. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quinzaine à parcourir l'Angleterre avec leur chargement, mais ils ont été près de 2000 à faire ce métier. Autrefois, on vendait, dans une saison normale, on vendait 50-60 tonnes. C'était 2 tonnes par semaine à peu près. Mais j'étais pas seul, hein, on était à plusieurs. Hein. En Angleterre, on était toujours les bienvenus. Avec une tresse d'oignons, on pouvait aller partout. Et donc c'était une sensation de liberté, quoi. Des oignons roses qui connaissent toujours beaucoup de succès de l'autre côté de la Manche, où ils sont vendus près de 7 € la tresse. Ils sont différents, la texture, le goût, et puis ils se tiennent très bien. Les gens les réclament, à tel point que nous sommes très heureux de les vendre sur notre étal. Les oignons et les Johnnies sont partis ce jeudi vers Bridport, dans le sud de l'Angleterre. Alors messieurs les chefs cuisiniers, je me tourne encore vers vous, puisque vous qui défendez les produits locaux, j'imagine que les oignons de Roscoff, vous les avez à la carte forcément dans vos recettes, Romain? Toujours. Roscoff, oui, j'ai toujours, et puis j'ai aussi ceux de mon maraîcher, donc je n'ai pas que du Roscoff, mais quand j'ai besoin d'en acheter à l'extérieur, c'est du Roscoff. Quoi. Même combat à l'estomac. Exactement, oui, tout à fait. Vous allez retrouver un petit peu de douceur au niveau de ce produit-là qui est caractéristique du produit. Hein. Ce sont des choses qui n'ont pas du tout d'amertume ni quoi que ce soit, donc ils sont très intéressants pour nous. Et très bon pour le consommateur. Exactement. Menu emblématique de l'été sur nos côtes, les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel veulent s'offrir une nouvelle place sur nos tables hors de la saison estivale. Les mythiculteurs ont donc lancé des actions pour sensibiliser les consommateurs. Explication avec Mélanie Chanvillard pour TVR 35. En 2006, la moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel est reconnue par une AOC. En 2011, c'est le premier produit de la mer à obtenir le label d'appellation d'origine protégée. Ils sont ainsi une cinquantaine de mytiliculteurs bretons à bénéficier de ce label pour leurs moules élevées sur des pieds en mer. La vente de ce coquillage est autorisée de mi-juillet à mi-février, mais les consommateurs l'oublient trop souvent une fois les vacances terminées. On aimerait bien qu'effectivement les consommateurs comprennent que la saison de Bouchot dure 6 mois et qu'elles sont excellentes en septembre, octobre, novembre, décembre jusqu'à janvier. C'est un petit peu handicapant parce qu'on subit des petites chutes de commercialisation. 70% de la production est écoulée en grande et moyenne surface,
C'est dans ces points de vente que la baisse de consommation est la plus notable. Dans le réseau des commerces de la vente au détail, comme sur les marchés de la région, elle tient toujours sa place. Après une campagne télévisuelle, le label AOP lance une campagne de sensibilisation auprès des consommateurs pour retrouver une place de choix dans nos assiettes. On a mis en place un spot TV qui a été diffusé au mois d'octobre. Également une grande opération qui nous permet de mettre en place la PLV au niveau des magasins, au niveau de l'étal. Et également une application qui s'appelle Pick and Roll qui permet aux consommateurs de constater la présence de nos produits à l'étal et de voir s'ils sont mis en valeur, s'ils sont disponibles. À travers cette application, c'est aussi le consommateur qui s'implique en signalant les magasins où se trouve la moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Chaque année, 10 000 tonnes de moules sont consommées. Le cru 2015 est déjà réputé comme exceptionnel. Il ne vous reste donc plus qu'à tester. Une application pour retrouver des produits locaux, ça vous parle, Romain? Complètement. C'est vrai qu'il y en a plusieurs maintenant. Une des premières, ça a été Baladovore, qui est un groupement de chefs en fait qui se porte garant de petits producteurs et qui géolocalise un petit peu. On trouve comme ça sur son téléphone ça, directement des produits. que ça soit sur Android ou iPhone, ça se trouve sans problème. Et puis du coup, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on regarde cette application et ça va nous permettre d'identifier et de géolocaliser différents producteurs de qualité. Alors Romain Pousadou, vous êtes donc chef à l'Imaginaire à Brest. Pour la semaine du goût, vous avez lancé une opération spéciale au château de Kergrodès à Brélet. Ça s'appelle Château Gourmand. Expliquez-nous un petit peu plus précisément ce que c'est. Alors le Château Gourmand, c'est un projet qui est né, on va dire, il y a un petit peu plus d'un an. Qui vient de l'envie de créer un événement gastronomique sur la pointe bretonne parce qu'on a une terre qui est riche en pêche, en maraîchage, en élevage. Et puis je trouvais dommage qu'on ne parle pas du Finistère pour sa gastronomie. On est entouré d'artisans exceptionnels, que ce soit des charcutiers, des maraîchers, il y a vraiment tout. Et puis on voulait créer un événement qui soit à destination de plusieurs publics, un public professionnel en faisant venir des chefs d'un peu toute la France. Un public scolaire, notamment du coup pour la semaine du goût. Là, ce matin, on avait 300 enfants, pareil cet après-midi, demain la même chose. Des ateliers, là ils faisaient un pique-nique ensuite derrière, donc ils ont confectionné des brochettes de fruits pour leur dessert. On avait Bernard Sellers du Jardin des Possibles, donc qui vient du Poitou, qui leur montrait un petit peu l'extraction d'huile essentielle à partir de fleurs, des choses comme ça. Donc c'est à la fois donc, des professionnels de la restauration, des producteurs locaux, et puis le grand public pour Voilà, le grand public, on l'attend samedi et dimanche. Donc il y aura, tout le week-end va être animé par des démonstrations de chefs, des ateliers auxquels les gens peuvent participer, des conférences. Il y aura également des joutes entre chefs, histoire de se faire plaisir aussi, parce qu'on est des grands enfants. Et puis ce soir, demain soir et samedi soir, on a des dîners de gala qui sont confectionnés par 3, 4, 5 chefs différents. Des menus qui sont en 7 plats, avec les vins compris, les vins qui ont été sélectionnés par un meilleur sommelier de France, qui est Pascal Leonetti. Et donc ça va être un grand moment de convivialité. On voulait quelque chose de convivial. En plus, c'est dans un cadre qui est juste exceptionnel, le château de Kergrodès. Alors, vous souhaitez mettre en avant avec cet événement la gastronomie au naturel. Ça veut dire quoi? Pour vous, il y a trop de restaurants qui n'utilisent pas forcément des produits naturels pour faire de la gastronomie? De restaurants, pas nécessairement. Je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge sur des confrères. Non, c'est juste que moi, je me fais une vision très naturelle, très circuit court de mon métier, et, comme Yann d'ailleurs. Donc on avait envie de mettre en avant les petits producteurs qui travaillent de beaux produits, qui travaillent bien, avec un côté assez sain. Et c'est vrai que moi je fais partie de cette génération de chefs qui a développé le côté végétal sur sa cuisine. Donc on voulait vraiment mettre en avant l'aspect éco-responsable, parce qu'on a aussi un devoir d'éducation, je dirais, vis-à-vis du grand public, en montrant l'exemple dans la sélection de nos produits. Et donc c'est pour ça qu'on voulait donner une dimension écologique à ce festival, et en même temps inviter les enfants pour essayer de leur donner les bons réflexes tout de suite, quoi. Yann Kermarek, vous êtes donc chef au Coq en Pâte à l'Esnevin. Vous êtes membre de l'association des restaurateurs de la Pointe bretonne. Et justement, pendant la semaine du goût, vous avez mis en place un menu un peu spécial. Expliquez-nous lequel. Oui, alors pour petit rappel, les restaurateurs Pointe-Bretagne sont une association qui a été créée en 1999, donc qui regroupe à l'heure d'aujourd'hui une cinquantaine de membres. Donc vous avez à peu près l'équivalent qui, durant cette semaine, met en avant, si vous voulez, un menu spécifique.
que chaque chef, chaque propriétaire de maison a créé pour l'occasion. Et donc, durant cette dizaine de jours, là, en fait, on propose un menu. Alors c'est quoi le vôtre, aujourd'hui, alors, concernant nous, le restaurant, on a mis en avant un petit peu les légumes. Donc, une entrée à base de topinambour. Ensuite, on va continuer sur du lieu, avec des légumes de saison. Tout ce qui est radis fan. Et ensuite, vous avez de la canette qui est mise en avant au restaurant. Et on termine avec un petit dessert exotique qui est à base d'ananas rôti. D'accord. Donc là, ce n'est pas un produit du tout local, mais voilà, qui se marie bien avec les saveurs du coin. Vous nous avez ramené pas mal de choses pour nous montrer la diversité. On est sur du végétal, là, du coin. Il y a des choses assez originales. Vous avez toute une panoplie de légumes là, donc qui sont faits élaborés localement, créés localement par les agriculteurs du coin ici, principalement sur des petites entreprises, des petits agriculteurs, voilà, qui ont aussi la même passion que nous, à savoir mettre en avant, faire avoir une culture saine. Ce sont des produits qui ne sont pas du tout forcés, que ce soit pour les légumes que vous avez ici sur le plateau. Alors vous avez une belle diversité de couleurs et de variétés. On y a rajouté un petit peu de truite aussi pour mettre en avant ce produit, parce qu'on a des beaux producteurs qui font on a des piscicultures sur le. On pense tout de suite au Finistère, poisson de mer, mais la truite c'est le clin aussi d'œil, voilà, pour dire que ça existe aussi. Et puis c'est une bonne alternative aujourd'hui au saumon qui nous vient de l'autre bout de la planète ou de l'autre bout de l'Europe. Vous parliez donc là, vous aviez inventé un menu pour la semaine du goût, et je me demandais comment on invente justement un nouveau plat. Comment viennent les saveurs quand on est chef et qu'on doit inventer un nouveau plat, Yann? Je crois que c'est l'idée du moment qui va s'associer à une découverte ou à d'un produit qui va vous faire flasher sur tel ou tel légume. Et puis à partir de ce moment-là, on crée une petite association. Voilà, donc on essaie de réfléchir un petit peu son plat en amont, en fonction de ce que l'on trouve sur le marché. Parfois vous vous plantez complètement, vous essayez un truc et vous dites non, là ça va pas être possible. C'est la famille du coup qui goûte avant les... C'est le cas aussi, oui, tout à fait. Laboratoire. Et ça ne doit pas être facile, forcément, justement, de se renouveler tout le temps et de trouver de nouvelles idées avec tout ce qui se fait aujourd'hui, tous les restaurants et tous les excellents chefs. En fait, moi je sais qu'à l'Imaginaire, on a une cuisine d'humeur et d'envie. Donc, au final, l'humeur, l'envie varie d'un jour à l'autre. Donc, se renouveler, on aura beau avoir des associations fétiches qui on sait qui fonctionnent, on va forcément l'aborder différemment parce que l'humeur sera différente, l'envie sera différente. Donc au final, cette création, elle se met en place toute seule et puis c'est comme tout, ça se travaille, c'est une gymnastique. On a, je pense un peu comme tous les chefs, on a une espèce de bibliothèque de goût en tête. Et puis on sait ce qui va marcher avec quoi, et puis on écoute nos fournisseurs qui nous disent aujourd'hui j'ai ça qui est top. Les petits producteurs locaux, c'est eux qui font le menu. Ils font aussi la base du menu. C'est eux qui font les menus finalement, parce qu'ils vont nous dire on a ça et ça qui est bien. Et puis souvent, ce qui est assez bizarre, c'est que les produits qui sont disponibles au même moment, les trois quarts du temps, fonctionnent très bien ensemble. C'est quoi ce qui fonctionne le mieux justement dans le Finistère, dans les produits locaux ici? Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Moi je sais qu'on fait, à l'Imaginaire, on fait des choses un petit peu différentes. Donc on a fait des desserts à base de céleri et de réglisse, des desserts à base de champignons et de pommes de pin. Enfin, on peut tout mélanger. Est-ce qu'il y a parce qu'on parle de choses assez originales, est-ce qu'un chef cuisinier aime forcément tout, ou est-ce qu'il y a des produits que vous n'aimez pas, mais que vous cuisinez quand même parce que... Généralement, on a plaisir à cuisiner les produits que l'on aime. Ça, c'est sûr. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire que le contraire, mais ceci dit, voilà, je crois qu'il faut tout goûter. Ça fait partie aussi, Romain parlait à la bibliothèque de goût, ça fait partie de notre instruction. On est, nous, restaurateurs de métier, on est là pour apporter donc un savoir-faire, un métier, et quitte à se planter une ou deux fois ou pas trouver l'adhésion auprès de nos clients qui sont un petit peu bousculés ou perturbés parfois sur des accords, mais ça fait partie, je crois, du métier. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je rappelle que la semaine du goût, c'est jusqu'à dimanche, que vous pouvez aller au château de Cargouadès à Brédès pour profiter de l'événement Château Gourmand. Dans ces cas-là, pensez à réserver sur www.chateaugourmand.fr. Vous pouvez bien sûr aussi aller découvrir les menus spéciaux réalisés chez les restaurateurs de la Pointe-Bretagne, comme au Coq en pâte à l'Esnevin, par exemple, chez Yann Kermarek. Et sinon, vous retrouvez tous les rendez-vous de cette semaine du goût sur www.legout.com. J'ai une petite précision pour le Château Gourmand. On peut également se présenter au château directement. On a ouvert une billetterie parce qu'on sait qu'Internet
Même si c'est plus simple pour nous, Internet n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est encore mieux, vous pouvez aller directement au château de Cargouades. Voilà, on note aussi que dans les kiosques, vous pouvez retrouver le Bretagne Magazine spécial cuisine. Voilà, on pourra y apprendre entre autres comment faire soi-même son prix d'amende à la maison. Voilà. Merci à tous les deux. Tout de suite, on retrouve Sébastien Chambre pour la brève de chambre. Salut! Aujourd'hui, c'est une question de Goulven de Corée qui me demande « Pourquoi dit-on que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt ?» Vérification. À moi le monde! Bonjour. Bonjour. C'est cool le matin. Hein? Bonjour. Bon, bah tant pis, je vais aller me détendre au square. Bon, à tout à l'heure. Mais je vous préviens, quand je me relève, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, et tout de suite on passe à l'instant web. Alors ça y est, Benjamin, sur le web, la campagne des régionales a commencé. Et oui, c'est parti mon kiki. Bon, prétendre que ça a été une déferlante à ce sujet serait un poil exagéré, mais il fallait un événement inaugural. Et c'est clair que c'est l'annonce de la candidature de Jean-Yves Le Drian qui a été cette étincelle. Sur ce graphe que vous voyez, c'est les occurrences de Le Drian sur Twitter. Le premier pic, c'est les frappes françaises en Syrie. Et le second, c'est l'annonce de sa candidature. On voit quand même ce qui intéresse les réseaux. Même Marc Le Fur doit s'en réjouir, vu que le fait d'avoir enfin un adversaire numéro 1 va donner à ses propres communications davantage de relief. Vous croyez que ça sort de mon cerveau embrumé? Pas du tout. Si on prend deux tweets récents et importants de la tête de liste Les Républicains au régional, celui dans lequel il présente sa liste, et celui dans lequel il pose, je cite, que la France en guerre a besoin d'un ministre de la Défense à 100% et la Bretagne en crise d'un président à 100%, on constate quoi? On constate que le second a 3 fois plus de retweets et de mentions que le premier. Donc en l'occurrence sur votre écran, celui du haut, c'est QFD pendant ce temps-là. Le candidat socialiste, qui sent bien que sa remarquable et remarquée discrétion sur la réunification au moment de la réforme territoriale ne lui a pas valu que des amis, se fait discret, ne communique que sur sa mission à la défense. Alors la semaine dernière, pourtant, il s'était bien lâché via ce magnifique tweet. Pile, je présente ma candidature en restant ministre. Face, je garde mon ministère en visant la présidence bretonne. Et il s'était même fendu, il avait fait suivre avec le résultat de son tirage au sort. Alors une déclaration de candidature avec de l'humour dedans, était-ce bien réel? Eh ben non, c'était pas réel, bien sûr, il s'agissait d'un compte parodique, oui, parce que Jean-Yves Le Drian, figurez-vous, a un compte Twitter parodique. Vous vous souvenez peut-être, Pauline, de ces temps immémoriaux de notre prime jeunesse, quand les guignols de l'info étaient à la fois des humoristes drôles et des éditorialistes politiques brillants. Ouais, c'était il y a longtemps, c'est vrai. Mais maintenant, c'est sur Twitter que le front s'est déplacé. Humoristes, analystes cinglants, amateurs de petites phrases qui tuent, s'y retrouvent et refont chaque jour le match politique. Alors parmi eux, bien sûr, les gestionnaires de comptes parodiques. Sarkozy, Hollande, Le Pen, la plupart des personnalités de premier plan en ont un. Et c'est une forme de consécration, comme pouvait l'être une marionnette au Guignol. En Bretagne donc, Jean-Yves Le Drian en a un, mais aussi Bernadette Malgorn, dite Bernie Maldon, François Cuyandre, qui en a même deux, ça doit être le microclimat brestois, plusieurs entraîneurs de foot, etc. Et le Télégramme et Ouest France, même réunis en un seul Ouestgramme. Qui est très drôle d'ailleurs. Qui est très drôle d'ailleurs. Mais pas Marc Le Fur. Alors non seulement c'est injuste, mais moi ça va me retirer à moi le plaisir de suivre la campagne à travers le match des parodies. Donc si quelqu'un veut se lancer sur un compte Twitter parodique de Marc Le Fur, qu'il n'hésite pas.
Je me demande toutefois si c'est pas Marc Lefleur qui devrait le faire lui-même, puisque finalement, en matière de moquerie, comme dans tant d'autres, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci Benjamin. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et à 20h45 ce vendredi sur TBO, ne manquez pas le dernier épisode de La Quête des Vents, présenté par Arthur de Kersauzon. Alors cette fois, il nous emmène à la découverte du Santa Ana en Californie. Extrait. Quand vous êtes assis dans l'eau ou sur la plage, vous sentez l'air frais de la brise marine. Avec le Santa Ana, quand il arrive, c'est comme si quelqu'un venait d'allumer un sèche-cheveux et vous le mettez en plein visage. C'est de l'air chaud qui vient de la montagne. On regarde autour de soi en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? On a vraiment l'impression que quelqu'un vous souffle de l'air chaud en pleine face. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.